bang. He'll come back for two. And Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people. 19 novembre 2023. Stade Narendra Modi d'Ahmedabad à l'ouest de l'Inde. Finale de la Coupe du Monde de cricket 2023, 43e manche. Après quasi 8 heures de suspense, l'Australie dépasse la barre des 241 points et crée la sensation face à l'Inde. Champions, one and all. Toutefois, pour mieux comprendre toute l'importance derrière cette défaite, revenons quelques années en arrière. Après s'être penchés sur l'arrivée du cricket en Inde, nous allons découvrir ensemble que ce sport se transforme en une arme d'indépendance. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la 20e série de Géosporitique où moi-même et mes deux invités du jour, à savoir Jean-Joseph Boileau et Abhijit Pandey, allons vous narrer un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel le cricket devient un outil de décolonisation. Jack Gregory est un excellent joueur polyvalent qui joue pour l'Angleterre cette année-là, alors que le cricket anglais se remet à peine de la guerre avec de nombreuses blessures. Comme évoqué durant le tout premier épisode, une part de l'introduction du cricket en Inde revêt de cette volonté de la part de l'Angleterre d'éduquer, entre guillemets, et surtout de transmettre ses propres valeurs auprès de la population locale. Un choix loin d'être hasardeux, car cette pratique peut être considérée comme une forme culturelle dite dure. A contrario de sa jumelle douce, cette catégorie de forme culturelle se distingue par sa difficulté à rompre les valeurs qu'elle prône. Ainsi, le cricket aurait dû résister à l'indigénisation. Problème pour les Britanniques, ici on parle au conditionnel. En fait, au-delà de pratiquer ce sport, l'Inde va se l'approprier pour le plus grand désarroi des colonisateurs. La conséquence est terrible, car en cas de démocratisation trop accrue, cette arme made in England pourrait se retourner contre la couronne. Alors, beaucoup de facteurs expliquent pourquoi le cricket va s'indigéniser. D'une part, selon le psychologue et sociologue Ashish Nandy, cette activité possède une essence finalement assez proche de la tradition indienne, malgré ses origines occidentales. Mais surtout, pratiquer ce sport est peu onéreux. Une balle, une batte, des bouts de bois en guise de wicket, et c'est parti. Cette facilité d'accession avait déjà transformé cet outil de ségrégation en un ascenseur social sur l'île des Three Lions. Et dans cette optique de se faire bien voir par les gouverneurs, les diverses aristocrates et même les princes du sous-continent investissent en masse au début du XXe siècle dans ce sport. En plus d'organiser des tournois, de subventionner des équipes ou encore de développer des terrains, ces derniers apportent notamment un soutien indirect à de nombreux joueurs de cricket issus de milieux modestes. Alors forcément, toute la population joue à ce jeu afin de s'élever dans la société. L'Angleterre assiste alors à une indigénisation irrésistible de son sport. Les hindous traditionnalistes, ce sont des gens qui sont très conservateurs, très opposés justement à ce sport fusion qui permettait aux Indiens et aux Britanniques de finalement faire un bout de chemin ensemble. Les hindous ont, vis-à-vis des Britanniques, toujours eu une sorte d'opposition structurelle parce que le Britannique, c'était l'homme impur, c'était le non-hindou, c'était l'homme qui mangeait de la viande, etc. He who would, in his own person, taste the fact of God's presence. Celui qui voudrait vérifier par lui-même la présence de Dieu peut le faire à travers un visage vivant.
Le plus sûr est de croire au gouvernement moral du monde et donc à la suprématie de la loi morale, la loi de la vérité et la loi de l'amour. J'avoue que je n'ai aucun argument pour convaincre par la raison. I confess that I have no argument to convince through reason. Jour après jour, le cricket gagne du terrain dans les 4 coins du territoire. Mais durant la première partie de ce XXe siècle, c'est toute une population qui retourne sa veste anglaise. Plus particulièrement au sortir de la Première Guerre mondiale. Affaibli par le combat contre l'Allemagne, puis affaibli par la Grande Dépression venue tout droit des États-Unis, la thalassocratie britannique a totalement disparu. Désormais, cette puissance compte le moindre livre dépensé. Et ce, au détriment des Indes. Les taxes augmentent, les famines s'enchaînent, la discrimination raciale persiste, bref, rien ne va plus. La population se range alors derrière le Congrès national indien fondé par un certain Gandhi. Cet homme, formé en droit en Angleterre, proclame toutefois une approche unique de résistance, à savoir la non-violence. Pour obtenir l'indépendance, les Indiens vont jeter les armes d'avance. À la place, ces derniers boycottent les produits britanniques, cumulent les grèves, refusent de coopérer avec les autorités coloniales ou encore entreprennent des marches du sel. Bien que les Britanniques répriment violemment ces exactions, le mouvement s'accélère. Le cricket, est devenu une sorte de véritable sport national avec des tournois entre les cantonnements du nord, de l'est, etc. Et dans lequel, alors, en général, ça ne se mélangeait pas entre les Britanniques et les indigènes. Il y avait l'équipe des Britanniques, en général les officiers, et puis l'équipe des indigènes. Et c'est resté d'ailleurs à ce point ancré que il y a maintenant un tournoi du Commonwealth et un des matchs les plus regardés, c'est celui évidemment entre l'Inde et les Britanniques. Le climat britannique réserve un accueil glacial à l'équipe de cricket indienne qui arrive à bord du Viceroy of India. Bien que seuls 4 des 17 joueurs aient fait le déplacement pour la tournée de 1932, l'équipe est capable de mener une attaque puissante, d'effectuer des jeux brillants et de réaliser des frappes éclatantes. Espérons donc que le temps s'éclaircisse. Les Indes britanniques touchent du doigt leur indépendance. Toutefois, tant que cette division religieuse au sein du territoire, et notamment entre les hindous et musulmans, ne sera pas réglée, l'Inde ne pourra pas devenir indépendante. Les Anglais en ont d'ailleurs pleinement conscience, et n'hésitent pas à user du cricket pour accentuer cette division à travers l'organisation de tournois où les gymkhanas de toutes les régions s'affrontent, comme j'ai pu l'évoquer durant le premier épisode. Mais même si le gouvernement colonial encourageait la pratique du cricket, cette dernière restait avant tout occidentale avec bon nombre d'actions totalement discriminatoires. Au club de Madras, par exemple, les joueurs indiens devaient déjeuner sous les arbres quand les Européens profitaient du confort pavillonnaire. D'ailleurs, bon nombre de futurs politiciens, comme NKP Salve, se souviennent aussi d'épisodes d'intimidation de la part de responsables britanniques. Et bien qu'en apparence, le peuple indien semble acquiescer cette hiérarchie prédéfinie, dans les coulisses, le cricket alimente aussi un sentiment de révolte. Car si on ajoute le fait que maintenant une partie, voire une très grande partie du territoire adore ce sport, alors forcément, des épisodes comme ceux-ci, en apparence assez anodins, viennent appuyer les revendications du Congrès national indien. Et certes, ces tournois de cricket créent certaines tensions intercommunautaires. Cependant, ces lieux étaient aussi les seuls où les Indiens rivalisaient et gagnaient contre leur gouverneur. La symbolique est immense. Alors que les Britanniques insufflent dès l'enfance que ce peuple est inférieur à ceux du Nord, le fait de battre les colonisateurs à leur propre jeu démontre tout le contraire. On parle presque d'un véritable instrument de résistance, où, malgré des origines diverses, les Indiens affrontent un même ennemi, à savoir l'Angleterre.
Alors il y a un film indien qui est Lagan et qui est sous l'occupation britannique. Il y a un village au centre de l'Inde et là, chaque année, le village doit s'acquitter d'un impôt, le Lagan. Et le chef de la garnison britannique locale, alors que le village est au bord de la famine, eh bien, il veut doubler l'impôt et c'est un peu une façon d'humilier les villageois, les Indiens. Et alors les villageois vont supplier le Maharaja de la région d'intervenir auprès du capitaine pour qu'il revienne sur sa décision. Et alors, il y a un marché qui est passé par l'officier qui a un contentieux avec un jeune soldat qui est musulman d'ailleurs. Si les Indiens battent les Britanniques au cours d'un match de cricket, alors ils seront exonérés du Lagan, donc de cette taxe, pendant 3 ans. Mais s'ils perdent, ils devront s'acquitter du triple de l'impôt. Eh bien, devinez qui a gagné? C'est l'Indien, Bouman, et les Britanniques, qui sont là-dessus très fair-play lorsqu'ils prennent des engagements, eh bien, ont été pour leur perte de l'impôt local. Ce que le film montre, et qui n'est peut-être pas tout à fait vrai, bien sûr, on réécrit beaucoup d'histoires, c'est que je n'ai pas eu l'impression, en regardant ce film, qu'il y avait une sorte d'agressivité transposée, vous voyez. À 600 miles de là, à Delhi, le jour de l'indépendance est également un jour de réjouissance. Des foules envahissent les rues, célèbrent, chantent et rient. La police est appelée à plusieurs reprises pour rétablir l'ordre alors que tout le monde nage dans le bonheur. Au-delà de s'indigéniser, au-delà de fédérer politiquement parlant, le cricket va littéralement changer de camp. Passer d'un outil de colonisation à une arme de décolonisation. Petit à petit, l'appropriation de ce sport par la population locale se traduit par l'apparition de nouvelles valeurs contraires à celles prônées par la couronne britannique. Le professionnalisme, la victoire à tout prix, la prise de risque ou encore l'agressivité dans le jeu viennent remplacer tout ce qui faisait l'essence de cette pratique de gentleman. Cette nouvelle mentalité prend peu de temps avant de dépasser les frontières du sport pour se répandre dans toute la société. C'est un peu une manière de mettre fin à l'hégémonie britannique de par la sensation d'avoir dépouillé le jeu de ses vertus traditionnelles made in England. Avec au passage l'émergence d'une mobilisation ainsi que d'un sentiment national. Car contrairement à bon nombre d'activités, le cricket touche et réunit tous les pans de la population. Sur le terrain, il n'y a plus d'aristocrates, il n'y a plus de bourgeois ou encore de classe moyenne. Non, il n'y a que des Indiens se battant contre des équipes britanniques, n'importe leur religion. Il s'agit des prémices de ce qu'on appellera plus tard la diplomatie du cricket. En pleine période de doute, ce sport nourrit le nationalisme. Ce chemin de croix aboutit à la partition des Indes en 1947 après de rudes négociations. Ce vaste territoire se divise alors en 2 contrées, le Pakistan à majorité musulmane et l'Inde à majorité hindoue. Que je dirais la culture du cricket, qui est une sorte de rapport ambivalent avec les Britanniques, mais qui est plutôt sous forme d'un rapport de compétition et plutôt pacifique. Et d'un autre côté, ce qui était la lutte non violente, pacifique, enfin non violente par un peu la volonté, la démarche de Mahatma Gandhi et de ses fidèles, qui est quand même une démarche de facto qui a quand même été plus d'affrontements, plus et beaucoup plus violente sur le plan du nombre de morts. Mahatma Gandhi était loin de contrôler ses troupes. La preuve, c'est au moment de la partition, il y a eu plusieurs millions de morts. Les gens se sont massacrés entre eux, plus d'ailleurs qu'ils n'ont massacré de. Mais hélas, c'est lors des déplacements massifs causés par la partition que, paradoxalement, le sang coulera le plus en raison des tensions sectaires toujours omniprésentes.
Les Anglais sont partis et la situation commence à se stabiliser dans le sous-continent. Mais désormais, la question se pose. Que faire du cricket ? La langue, l'art, les valeurs, les institutions, quasi tous les vestiges de ce douloureux héritage colonial quittent le territoire en même temps que les Britanniques. Et certains leaders nationalistes espèrent que le cricket suivra ce même chemin. Car à la base, ce sport concentre toutes les blessures dont ce peuple a été victime durant des décennies et des décennies. L'essence même de cette pratique visait à, entre guillemets, civiliser de vulgaires autochtones. C'est dur à entendre, mais c'est ainsi que les Anglais ont introduit ce sport. Les biographies et autobiographies des meilleurs joueurs de cricket indiens de cette époque, tels Vijay Hazare ou encore L.P. Jay, mettent véritablement en exergue que cette activité était associée aux valeurs victoriennes. Alors, pourquoi garder ce sport ? Cette argumentation expose une réalité que les Indiens ont tout simplement décidé d'accepter. Car le cricket est aussi devenu un outil fort de nationalisme, un jeu décisif dans cette décolonisation. Les Britanniques ont été perçus aussi comme finalement des unificateurs et des libérateurs. Ce qui explique qu'ils n'ont pas eu de difficulté du tout à adopter la langue anglaise, qui était la langue, et qui reste aujourd'hui quand même la langue unitaire de l'Inde, parce que c'est un pays qui a une trentaine de langues officielles et un peu plus de 500 idiomes, donc c'est une balkanisation linguistique. Mais le cricket, c'est avec l'anglais un des éléments fédérateurs de cette nouvelle Inde qui va voir le jour. Je vous l'accorde, ce double sens est assez complexe. Mais finalement, au vu de l'engouement engendré par ce sport et au vu des investissements mis dedans, le cricket ne cessera de grandir pour devenir le sport national en Inde. Au final, les colons anglais ne s'étaient pas totalement trompés sur le cricket. Aujourd'hui, une partie de la culture indienne semble éternellement liée à l'Angleterre, notamment à travers le cricket. Ici, il s'agit d'un exemple très spécifique que l'on peut extrapoler à bon nombre de contrées au passé colonial. Je suis indien, donc je pense que comme les 1,4 milliard d'autres Indiens, je suis assez impliqué avec ce sport. Je suis très passionné du cricket. Aujourd'hui, le cricket, c'est vraiment une obsession, une passion pour les Indiens et j'en fais partie. C'est ainsi que se termine ce deuxième épisode de Géopolitique, cricket comme arme secrète de l'Inde. L'évolution du cricket de l'après-Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui, accompagnée de toute sa dimension géopolitique, c'est le thème du prochain épisode. Pour retrouver les anciennes et futures séries, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Moi j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport et de géopolitique. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière. Et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en notant ce podcast, mais aussi en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.